Bonsoir à tous et bienvenue Bezrat Hashem sur un nouveau shiur concernant les lois de Tarat HaMishpacha et aujourd'hui on se trouve grâce à Dieu donc au deuxième shiur et Bezrat Hashem parlera des Achakot. Donc on sait bien que les lois des Achakot c'est la conduite que l'homme et femme doivent respecter durant la période de Nida. Alors Bezrat Hashem on passera les halachot vraiment sur toutes les halachot qu'on pourrait donc courantes et aussi que donc la halacha nous propose. Et avant ça, on va dédier donc le shiur pour la Ilon Neshama de Tara Bat Avraham Verachel et pour la Tzlacha de Rav Shlomo Chaim Bonan et Rav David Betchetri pour les enfants et les petits-enfants. Alors, avant de commencer, évidemment, comme on l'a mentionné aussi la semaine dernière, et c'est que si évidemment vous avez des questions, vous pouvez donc directement me contacter sur ce numéro-là, avec grand plaisir. Et donc, comme on l'a dit, que les Bezrat Hashem, on laissera les questions pour la fin du cours. L'idéal, c'est d'écrire dans le chat et ensuite, Bezrat Hashem, je tâcherai de passer sur les questions pour répondre donc, sur le sujet dont le shiur concerne. Alors, donc, comme on l'a dit, le sujet du shiur, ce sera sur les lois de Achakot. Et avant ça, on va, comme d'habitude, du moins comme j'ai l'habitude de faire, c'est de présenter au moins un peu de textes qui vont concerner, donc au moins de voir d'où vient ces dynimes-là, d'où viennent ces halachot-là. Alors déjà, il faut savoir que les lois de Achakot, c'est en vérité, comme on sait bien, donc une conduite que l'homme et la femme doivent donc adapter et respecter durant la période de Nida. Alors, cette conduite-là, finalement, on a toutes sortes de points qui vont s'exprimer à travers toutes sortes de domaines, dont le but est donc identique pour tous. Le point commun qu'entre ces points-là, c'est qu'en vérité, nous devons absolument garder une distance pour ne pas arriver à enfreindre donc les halachot et donc des interdits de la Torah, qui est comme donc avoir des relations conjugales et d'avoir donc un rapprochement qui sera interdit d'après la Torah. Donc concrètement, lorsque le Shulchan Aruch propose ces halachot-là, on ne fait pas de distinction entre une halacha qui vient des Chachamim ou de la Torah. Toute la halachot, on sait très bien qu'on doit la respecter au même niveau, que ce soit d'ordonnance rabbinique ou que ce soit d'après la Torah. Donc, il ne faut aucune différence. Mais en tout cas, même les halachot qui ont été établies par nos sages, elles ont été établies afin de protéger le couple, de ne pas enfreindre des interdits réellement donc, d'après la Torah, c'est-à-dire de ne pas avoir de relations, de ne pas avoir donc un toucher qui est, on va dire, un toucher qui est vraiment affectif et intime, etc. Donc embrasser, enlacer, etc. Donc on peut arriver à ça, tous les chrayim ont fait toutes sortes de barrières. Donc là, on voit donc, dans ces psukim-là déjà que la Torah nous dit qu'en vérité, nous avons Evelisha, comme une femme, elle est nida. Donc la Torah nous dit Veish asher yishkav et isha dava vegila et ervata et mekora era vehi gilta et mekor damea venichitnu shneim mikrev amam. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah nous dit qu'une personne qui serait amenée à avoir une relation conjugale avec sa femme durant la période de nida, alors c'est la peine de karet. Donc comme on sait très bien, c'est le retranchement donc, du peuple d'Israël, de la Neshama, et aussi du corps, comme on sait très bien. Mais ensuite, il y a un autre passage qui nous dit, donc le deuxième verset en dessous, Ve'elisha benidat tumata lotikrav. C'est quoi lotikrav? Lotikrav, ça veut dire on ne doit pas le droit de s'approcher. La Torah aurait pu nous dire, donc lorsque la femme est nida, lorsque la femme elle est dans son impureté, donc on ne doit pas venir sur elle, on ne doit pas avoir une relation avec elle. Or là, on voit que la Torah emploie le mot lotikrav, on n'a pas le droit de s'approcher. Dont là, finalement, vient l'expression donc des archakot qu'on doit se éloigner, parce que les archakot, ça veut dire quoi? Archakot, ça vient du mot en hébreu, les archik, qui vient du mot rachok, loin, et donc la Torah nous ordonne lotikrav, ne vous approchez pas, c'est-à-dire ne faites aucun acte qui pourrait donc vous rapprocher l'un de l'autre. Et donc c'est pour ça que finalement on établit les lois des archakot qui vient du mot de séparation, d'éloignement. Évidemment, quand on dit éloignement, c'est pas éloignement dans le cœur évidemment, bien au contraire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même ce comportement-là qui fait en sorte qu'on doit faire attention, comme on le verra dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais vraiment partager avec vous une lettre du Rabbi intéressante. Dans cette lettre du Rabbi, le Rabbi nous dit, donc, donne une réponse à un couple qui avait beaucoup de problèmes de Shalom Bayit. Et regardez, on va lire ensemble ce que le Rabbi répond. Il est sûrement inutile de préciser qu'elle doit renforcer sa pratique de la pureté familiale, des lois de Nida, de l'examen de pureté, et de l'immersion rituelle dans un bon mikvé. Maintenant, regardez la phrase clé. En effet, une proximité non conforme à la loi conduit à un éloignement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité,
Ça veut dire qu'en réalité, là, le rabbi nous propose effectivement donc cette halakha-là et qui nous dit qu'en vérité, ce respect-là des halachot, finalement, de ces proximités qu'on va éviter finalement durant cette période-là, c'est ça finalement qui va conduire à un vrai shalom bayit. Alors, c'est vrai qu'on retrouve ça dans dans beaucoup de cas. Déjà, même vis-à-vis du point psychologique, c'est-à-dire même ceux qui n'ont pas vu en deux mots les paroles du rabbi, par exemple, on voit très bien aussi qu'une personne qui a eu on va dire, était trop proche avant le mariage, après le mariage, souvent, il y a toutes sortes de frictions qui se passent. Évidemment, il y a aussi évidemment une explication psychologique à la chose. Évidemment, le rabbi nous parle, je suppose, et du côté psychologique et aussi du côté spirituel. Mais en tout cas, c'est évidemment que lorsqu'on respecte comme il faut les lois de Tarat HaMishpacha pendant que la femme est nida, on est forcément donc amené aussi à attirer sur nous, finalement, pas seulement la bracha, évidemment qu'on l'attire, évidemment lorsqu'on respecte les lois de Hachakot, mais aussi, psychologiquement parlant, qu'on puisse avoir un vrai rapprochement. Si on bâcle le moment où on doit être éloigné et on se rapproche quand on doit être loin, finalement, on sera au loin lorsqu'on devra être proche. Et j'aimerais aussi rajouter un petit point qui est très important, c'est qu'on sait très bien, comme on connaît dans le Pirkei Avot, le Pirkei Avot nous rapporte qu'il y avait l'amour de David et Jonathan, que c'était un amour qui était donc vraiment deux amis, que ces deux amis-là avaient un amour qui était vraiment inconditionnel l'un pour l'autre, tandis on sait très bien avec toute l'histoire qui s'est passée dans le Nar, avec Amnon et Tamar, que finalement c'était un amour qui était dépendant de quelque chose, c'était Avat, Louia, Bedava. Et donc finalement, lorsqu'on se retrouve dans les lois dans la période de Nida, et on a quand même cet amour-là quelque part qu'on doit quand même respecter finalement, parce que chacun à l'intérieur de lui aime le conjoint, du moins de manière cachée pour ceux qui ne la ressentent pas forcément, des fois avec le temps et des fois avec comme on dit, avec une petite querelle à droite et à gauche, des fois c'est un petit peu atténué, mais chacun finalement a un approchant pour sa femme ou son mari. Et donc, on va exprimer ça pas par des mots finalement qui sont affectifs, parce que finalement ces mots-là sont interdits durant la période de Nida, mais d'un autre côté, notre comportement va finalement prouver, l'un comme pour l'autre, que nous avons un amour qui est au-delà d'un profit. Parce que finalement, lorsqu'on est dans une période de Nida, on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de s'enlacer, on n'a pas le droit de s'embrasser, il y a même des cadeaux qu'on ne peut pas offrir. C'est vraiment, on tient vraiment une conduite qui est vraiment loin l'un de l'autre. Et donc, finalement, c'est justement à ce moment-là qu'on peut vraiment investir et vraiment développer un amour qui est vraiment au-delà d'un amour qui dépend de quelque chose. Parce que finalement, un homme pourrait se dire, bon, ben, je respecte ma femme quand elle est permise pour moi, mais quand elle est interdite, alors je fais ce que je veux. C'est-à-dire finalement, je ne la respecte pas autant. Au contraire, c'est justement là qu'on doit respecter encore plus, car finalement, c'est là qu'on crée le lien d'un amour qui est inconditionnel parce qu'il ne dépend pas d'un plaisir de l'acte conjugal, par exemple, ou bien la femme ne va pas profiter de certaines choses que le mari pourrait lui faire, et malgré ça, on voit qu'ils s'aiment, qu'ils se respectent, etc. Donc vraiment, c'est le moment pour investir dans l'amour qui est inconditionnel, qui ne dépend pas donc d'un acte ou d'un certain profit. Donc on va continuer maintenant. Maintenant, on va entrer plus dans les halachot Bezrat Hashem. Donc déjà, c'est un petit tableau qu'on a fait la semaine dernière, mais je ne vais quand même pas le rementionner, mais juste brièvement pour voir à peu près où on se trouve. Donc on a dit que la goutte de sang ici, c'est le moment de l'écoulement. On avait quelques jours qui se passaient, on avait le Sektara, dans les prochains cours, on parlera de ça. Et ensuite, on avait donc la Dvila qui était 7 jours après le Sektara. Donc en tout, ça veut dire qu'une femme, pour qu'elle soit permise à son mari, en général, elle passe au moins 12 jours, dont 5 jours de saignement plus 7 jours, jusqu'à arriver au mikvé, pour être permise à son mari. Donc, lorsqu'on parle de Nida et lorsqu'on parle du respect des Achakot, en vérité, on parle sur toute cette période-là de Nida. Et comme on l'a dit la semaine dernière, qu'une femme, elle redevient permise à son mari, Théora, uniquement si elle s'est trempée au mikvé. Il n'y a aucune différence, même si par exemple une femme prend la pilule, par exemple, ou bien qu'elle n'a pas vu de sang depuis longtemps, ça ne change pas. Tout le temps qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, elle est encore interdite à son mari. Et c'est pour ça que même si, par exemple, pendant des mois, un exemple extrême, pendant des mois, elle n'a pas été au mikvé, et pendant des mois, elle n'a pas eu, même si elle n'a pas eu ses règles durant des mois, malgré ça, la femme, elle doit respecter, donc l'homme comme la femme, évidemment le couple, doivent respecter la hachakot car elle est encore dans le statut de nida. Uniquement après qu'elle s'est trempée au mikvé, et qu'elle a fait évidemment toute la préparation, mais qu'elle s'est trempée au mikvé et qu'elle a affirmé à son mari qu'elle s'est bel et bien trempée, à ce moment-là, évidemment, elle devient théora, et forcément, les hachakot n'ont plus lieu d'être respectées, malgré qu'on verra que des fois, même lorsqu'elle est théora, des fois,
dans certaines conditions, on doit aussi respecter la halachot, peut-être qu'on arrivera à ça aussi. En tout cas, avant de commencer dans les halachot même, on va quand même mentionner quelques règles qui sont importantes. Déjà, en présence d'étrangers, il n'y a aucune différence, les halachot doivent être respectées, donc la conduite de séparation doit être respectée, même s'il y a des étrangers. Alors pourquoi on parle d'étrangers? Parce que des fois, on peut avoir honte, par exemple, des fois, on doit se passer quelque chose de main en main, et on sait que très bien c'est interdit durant la période de Nida. Et là, la personne serait amenée à penser que, bon, la période, c'est vraiment, on est en présence des gens, etc. C'est pas, ou bien on peut être dans un endroit très... un endroit important, on pourrait se dire on a honte, etc. Vraiment, là, la chod doit être respectée, peu importe les conditions. Deuxième point important, des fois, on se trouve dans une situation où on a un doute si oui ou non la période est l'inida. Alors, comment ça se passe? Par exemple, que des fois, on a donc des fois, on a cette période-là où on peut avoir des marottes, on pourrait avoir aussi donc des tâches, des ktamim, et on a un doute, par exemple, qu'est-ce que le Rav va dire, si oui ou non la femme est l'inida. Lorsqu'on est dans un cas comme ça, alors à ce moment-là, il faut respecter les achakot. On doit se respecter la achakot malgré tout, et de manière à ce que, jusqu'à avoir la confirmation du Rav que la femme, elle est théora. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, c'est de ne pas oublier évidemment le respect mutuel, parce que comme on l'a dit, mentionné avant, l'amour, elle doit être, même qu'on ne peut pas la prononcer, mais c'est vrai qu'elle doit être travaillée encore plus durant la période de Nida. Évidemment, on ne doit pas non plus négliger, parce que finalement, comme on l'a dit, dans la Gemara, elle nous dit dans Maseret Yibamot, la Gemara nous dit qu'il faut aimer, chabed dishto, aimer sa femme comme son corps, les chabda au terme goufo, les respecter encore plus que lui-même. Donc finalement, le respect mutuel, évidemment, ça se crée, ça se garde. Et à plus forte raison, cette période-là où souvent on a des frictions et souvent aussi, chacun est plus sensible et donc il faut encore plus respecter donc, le conjoint l'un à l'autre. Ok, maintenant le yichud. Est-ce qu'on a le droit de s'isoler durant la période de Nida? Est-ce que c'est le droit de s'isoler que la femme et l'homme soient ensemble? Alors pourquoi cette question? Parce qu'on sait très bien que dans la halachot, dans le chapitre 22 de Even Haezer, là-bas on a toute la halachot qui concerne le yichud. Le yichud, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une personne avec qui je n'ai pas le droit de me marier. D'accord? Donc, même personne que je peux me marier avec, mais du moins une femme qui est étrangère, d'accord? On n'a pas le droit de s'isoler. Donc, la femme, l'homme comme la femme, n'ont pas le droit de s'isoler ensemble si ce n'est pas le père et la fille, par exemple, la mère et le fils, aussi la grand-mère, la sœur et frère temporairement, d'accord, on a vraiment des restrictions. Maintenant, question pour la femme. Lorsque la femme est nida, elle est concrètement interdite à son mari durant la période de nida. Alors, pourquoi on a le droit de s'isoler? Alors, on dit parce que finalement, on a deux conditions pour qu'ils puissent s'isoler ensemble. Première condition, c'est s'ils ont déjà eu une fois une relation conjugale. Alors, en général, évidemment, les couples ont une relation, mais souvent ça peut arriver. Lorsque, par exemple, la femme vient de se marier et avant même d'avoir pu finalement vraiment, comme on dit, entamer le mariage, c'est-à-dire vraiment avoir une relation avec son mari, elle a eu ses règles, par exemple. D'accord? Ou bien elle a eu une choupat nida, ça veut dire qu'elle est déjà venue à la choupat en étant nida. Et à ce moment-là, donc, le problème, c'est que finalement, après, ils vont devoir donc cohabiter ensemble, mais ils ne peuvent pas cohabiter ensemble étant donné qu'ils n'ont pas encore pu faire l'acte de mariage. Dans ce cas-là, ils n'ont pas encore le droit de s'isoler l'un avec l'autre, donc ils sont interdits au yichud. Deuxième cas de figure, deuxième condition, il faut qu'elle soit permise à son mari. Ça veut dire que lorsque, à part le fait qu'ils ont déjà eu une relation conjugale, il faut aussi une deuxième condition, qu'elle sera permise à son mari après le mikvé. Là, on dit oui, toutes les femmes sont permises à leur mari après le mikvé. Là, oui et non. En général, évidemment, dans 99%, et même peut-être plus, c'est oui le cas, elle deviendra permise. Mais des fois, par exemple, dans certains cas, comme des problèmes qui ne sont pas compatibles l'un à l'autre, etc., dans certains cas, comme par exemple Roé Mechamat Tashmish, je ne vais pas rentrer exprès dans ces détails-là parce que il faudrait peut-être un cours juste pour expliquer ça. Mais en tout cas, si on est dans une situation où la femme ne sera pas permise à son mari, ils ne peuvent pas être Beichou, ils ne peuvent pas s'isoler. Donc, forcément, ce cas-là, dans la plupart des couples qui sont mariés, n'ont pas ces problèmes-là et ont le droit de s'isoler. Maintenant, on va essayer de travailler pour pouvoir, on va dire, canaliser tout ça. On va essayer de travailler avec les 5 sens. Ça veut dire, nous avons donc l'odorat, la vue,
D'accord, nous avons l'ouïe, le goût, etc., le toucher. Donc, tout ça, il faut qu'on va essayer donc de travailler avec ça et essayer donc on va dire, d'ordonner les halachot en fonction de ces cinq sens, comme ça va être un peu plus clair. Alors déjà, il faut savoir qu'on a l'ambiance. Le Shulchan Aruch, lorsqu'il nous parle de ces halachot-là, d'abord, il nous parle d'ambiance. Il dit qu'il ne faut pas avoir de kaloudroche. C'est quoi kaloudroche? Kaloudroche, en vérité, c'est un esprit qui est léger, l'un envers l'autre, et qui pourrait finalement amener le couple à la faute. À la faute, dans ce cas-là, étant donné qu'elle est nida. Donc, avoir des relations conjugales, vrai qu'on n'a pas le droit. Alors, ça peut vraiment arriver ça peut vraiment se passer dans plusieurs situations. Ça peut être vraiment avoir un comportement très léger. Ça peut être aussi avoir des paroles qui sont déplacées, ça peut avoir plusieurs choses que finalement ça apporte le couple à rentrer dans une situation qui est un peu légèreté d'esprit et qui pourrait malheureusement les amener à la faute ou bien avoir des touchés déplacés. D'accord, donc c'est pour ça que les Khamim m'ont dit il faut faire attention au comportement général. L'ambiance générale ne doit pas avoir d'esprit léger, mais vraiment avoir un esprit qui est posé, qui est on va dire, qui est assez, qui est évidemment de respect, comme on l'a dit, mais finalement aussi l'ambiance générale, une ambiance digne de ce nom, pour ne pas qu'on arrive à dériver un petit peu dans des endroits qu'on n'a pas le droit d'y arriver. D'accord? Un exemple, est-ce qu'on a le droit de jouer ensemble durant la période de Nida? Alors, jouer ensemble, en général, les poskim ont interdit de jouer ensemble. Mais il y a certains poskim m'ont dit ça dépend. Si on a des jeux qui sont, par exemple, des jeux d'intelligence, comme par exemple jeux d'échecs ou quoi, certains poskim m'ont interdit parce qu'ils ont dit que finalement, là, on n'est pas en train il n'y a pas de zèle, il n'y a pas vraiment de comportement léger, mais c'est plus une question d'intelligence. Et donc, ce genre de jeu ne serait pas, ne sont pas censés à porter à un comportement qui sera léger. Mais par contre, si maintenant on fait certains jeux comme ça, un petit peu olé olé comme ça, donc ça c'est vraiment interdit. Il faut faire attention à l'esprit, d'accord, donc de cette période-là. Un autre point qui est important, c'est que même lorsqu'on a un acte qui est permis de faire selon la halakha, si le couple ressent que cet acte-là va finalement les conduire à un esprit qui est léger ou réveiller certaines tentations, etc., finalement, pour eux-mêmes, ils devront s'interdire cette conduite-là, étant donné qu'ils savent eux-mêmes que ce comportement-là peut les attirer à un comportement léger. Très bien. Maintenant, on va parler de parler, la discussion. La discussion, on ne peut pas s'entretenir de conversations affectueuses, d'accord? Donc, ça pourrait être, donc, comme on l'a dit, des mots affectueux, paroles futiles, comme on vient de mentionner dans l'ambiance, et aussi toutes sortes de conversations qui pourraient apporter à certains désirs. Maintenant, qu'est-ce qui est permis? Discuter technique gestion, d'accord, ça c'est permis évidemment. C'est-à-dire finalement, quand on parle des choses qui sont vraiment nécessaires pour la vie de tous les jours. Évidemment, des fois madame veut parler à monsieur, un peu, ça évidemment c'est permis. Des fois, l'homme a besoin des fois, tout le temps, l'homme a besoin d'être attentif à sa femme pour essayer de porter, comme on dit en hébreu, ozen kashevet, vraiment être attentif et écouter ce qu'elle a à dire. Mais on va dire que de manière générale, c'est pour un but précis, d'accord? C'est-à-dire qu'il le fait pour finalement alléger sa femme, pour pouvoir l'écouter, etc. Ce n'est pas pour but donc de avoir un comportement qui soit léger, romantique ou affectueux. D'accord? Maintenant aussi, toutes sortes de gestion de la maison. Compliment pour une action faite, la même chose. D'accord? On peut évidemment complémenter pour une action sans vraiment exagérer pour pas que ça parte en romantisme. Et aussi, évidemment, on a le droit donc d'étudier ensemble, même ces lois de pureté, qu'on pourrait te dire que ça nous rapporte un petit peu, ça nous rappelle, d'accord, situation affectueuse. On a le droit de le faire, on a le droit d'étudier la halachot ensemble, et pas de souci. Évidemment, quand on étudie, il faut attention de ne pas se toucher. Ça, on verra après si Dieu veut. Maintenant, ce qui est interdit, donc légèreté d'esprit, comme on a mentionné, romantique, mot discussion affective, ça pourrait être que ce soit à l'écrit, à l'oral, ou bien par, même de manière indirecte, c'est-à-dire par allusion ou quoi. Ça non plus, ça aussi, c'est interdit, car finalement, tout ça apporte une légèreté d'esprit. Maintenant, lorsqu'on parle d'ambiance, évidemment, on parle aussi donc de la gestion générale de la maison, ça veut dire donner, porter, toucher, etc. Ça, on parle maintenant. Donc, donner et porter, on n'a pas le droit de donner de main en main, on n'a pas non plus de jeter l'un vers l'autre, on n'a pas le droit de faire rouler, d'accord? Donc, tout ça, c'est en vérité, on n'a pas le droit d'avoir un contact, que ce soit direct ou indirect. Donc, que ce soit le toucher ou le donner, c'est la même chose. Finalement, on a un contact l'un avec l'autre, c'est interdit, que ce soit dit de manière directe ou indirecte. Maintenant, comme on l'a dit, jeter, c'est interdit. Il y en a certains décisionnaires qui posent comme question qu'est-ce qui se passe si on jette en l'air et le second et le deuxième donc réceptionnent.
d'accord, quand forcément, enfin, on pourrait dire que finalement, c'est le centre de gravité qui a attiré l'objet, d'accord, vers le bas, parce que la femme l'a jeté vers le haut, et le mari, il le réceptionne vers le bas. Donc ça, ça, on dit que celui qui est mahmir tavo la bracha, il vaut mieux éviter. Mais en tout cas, si c'est on jette directement, que ce soit donné évidemment, même jeté, que ce soit qu'on jette directement, ou que la femme jette de là-haut vers le bas, c'est-à-dire de manière à ce que, par exemple, elle est au premier étage, elle jette au rez-de-chaussée, par exemple. Si c'est un jet qui est direct, ça c'est évidemment que c'est la source est interdit. Façon aussi porter ensemble, ça veut dire des fois on serait amené à porter un meuble ou à porter, une caisse, etc. Ça évidemment, on ne pourra pas faire ça durant la période de Nida. D'accord? Ok. Autre halachot, le toucher, on a mentionné. Quand on parle de toucher, évidemment, on ne parle pas de toucher de corps à corps, on parle même de toucher à travers des vêtements. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit non plus que les vêtements se touchent, d'accord, et même pas les couvertures. Par exemple, des fois, quand on parlera tout à l'heure de comment on va disposer le lit dans la chambre, il ne faut pas non plus que les couettes se touchent. Donc, ni les vêtements, ni les couettes, ni rien que la femme ou l'homme porte n'a le droit de se toucher. Donc, on demande que ce soit de manière directe ou que ce soit de manière indirecte. J'ai envie de revenir une petite seconde sur le porter. Certains poskim, Sephardim, permettent des fois, dans certaines conditions, de porter quelque chose de lourd, par exemple, ensemble. Nous, d'après notre psycha, même ça, on n'autorise pas de faire. D'accord? Donc, parce que vraiment, il ne faut vraiment avoir aucun contact d'accord, entre le mari et la femme. Maintenant, allumer. On a le droit d'allumer. Donc, on ne parle pas évidemment d'allumer la lumière, on parle d'allumer quelque chose qui est vraiment direct, comme par exemple comme une cigarette, etc. Cigarette, bougie, allumette. Ça, on n'a pas le droit de le donner. C'est comme finalement un lien, c'est comme se toucher. Maintenant, comment on fait lorsqu'on a un bébé pour le faire passer? Alors, un bébé, finalement, le bébé, il est pas forcément, il marche tout seul. Donc, il faut des fois le passer, des fois il pleure, etc. On a besoin de le bercer. Comment on fait pour le faire passer? La même chose, on n'a pas le droit de faire passer de main en main. C'est interdit. Maintenant, un autre point qui est important, des fois par exemple la maman est allongée sur le lit et papa veut donner le bébé à la maman, par exemple pour l'allaiter ou quoi. Alors à ce moment-là, si elle est recouverte de sa couverture, par exemple, la maman, donc forcément, étant donné que la couverture est comme le vêtement, le mari ne pourra pas poser le bébé sur la couverture, car ce sera comme toucher finalement le vêtement de sa femme, étant donné qu'elle est maintenant recouverte par la couverture. Alors c'est pour ça, ce qu'il peut faire, c'est de le mettre de manière un peu éloignée, mais sur le matelas directement, pas sur la couverture. Sur la couverture, on a dit que c'est un vêtement, on ne peut pas le toucher. Donc peut-être sur le matelas, donc sur le drap, sur le matelas, mais de manière un peu éloignée, comme ça, de manière à ce que ce ne soit pas ressenti, et ensuite elle peut le réceptionner. Maintenant, un autre point concernant comment s'occuper du bébé. Donc, évidemment, on n'a pas, le mari ou la femme n'a pas le droit de tenir le bébé pendant que l'autre fasse manger le bébé, lui donne dans la bouche, c'est interdit. Par contre, des fois, on a vraiment une situation un peu des fois compliquée. Par exemple, on doit donner un médicament à l'enfant, c'est très compliqué de le faire seul. À ce moment-là, dans un cas où on n'a pas le choix, donc un pourra le tenir, l'autre donnera le médicament, mais faire attention évidemment de ne pas se toucher, car le toucher n'est jamais autorisé. OK. Autre point concernant le toucher indirect. Alors, on a éclairé, éventé, soufflé. Donc, éclairer, on a le droit de s'éclairer, d'accord, durant la période de Nida. C'est vrai, éclairer, on peut toucher une bougie, une torche ou quoi. On a dit que allumer d'une bougie à une autre, on n'a pas le droit, car c'est un contact. Mais si on le fait uniquement s'éclairer, la lumière n'est pas considérée comme un contact, on n'a pas de souci. Évidemment, on ne peut pas non plus trop se rapprocher. D'accord? Si on se rapproche trop, on risque de se toucher. Mais si c'est uniquement pour éclairer, on est loin, qu'on garde la distance, ça, il n'y a pas de souci. Souffler, on n'a pas le droit, c'est aussi un contact. D'accord? Des fois, par exemple, il peut y avoir des poussières, on a envie de souffler pour retirer la poussière du vêtement de son mari, par exemple. Ça reste interdit. Éventer, important. Des fois, par exemple, on veut éventer. Donc, éventer, c'est comme souffler, c'est interdit. Ce qui est intéressant, c'est pour le ventilateur, par exemple. Des fois, on a un ventilateur donc, dans la pièce. Madame veut que monsieur allume le ventilateur. Donc, de manière générale, si c'est le ventilateur est destiné pour l'ensemble de la pièce, là, il n'y a pas de souci, tout le monde en profite. Ce n'est pas destiné uniquement sur la femme. Mais si vraiment il place le ventilateur allumé devant sa femme, là, c'est un problème car finalement, c'est comme si éventé et donc il n'aura pas le droit de le faire. Maintenant, comment on fait pour la Havdalah? Pourquoi je rapporte ici la Havdalah? Parce qu'on a parlé de bougies, on a parlé de chauffer. D'accord? Donc, comment on fait pour la Havdalah? On a parlé aussi de toucher indirectement. Alors, lorsqu'on parle de Havdalah, finalement, on a la bougie. D'accord? Et on a les bessamim. Les bessamim, pour sentir, on verra après quand on parlera de sentir.
Mais lorsqu'on parle maintenant de la bougie d'Avdallah, comment on peut faire? Alors, dans l'Avdallah, finalement, on a deux points qu'on a finalement parlé. Premier point, c'est le fait de montrer les ongles, oui, comme on sait très bien devant la bougie d'Avdallah. Et aussi, on a comment on va éteindre la bougie d'Avdallah. Alors, comment on peut faire ça quand la femme elle est nida? Alors, le fait on a dit de s'éclairer, ce n'est pas un problème. Donc, finalement, lorsque la femme nida peut tenir la bougie, pendant que son mari va placer les ongles face aux bougies pour éclairer les ongles, d'accord, il n'y a pas de problème étant donné que c'est seulement éclairé. D'accord, le but, ce n'est pas de chauffer, c'est uniquement d'éclairer. Donc, il peut éclairer les ongles avec la bougie, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment faire pour que la femme, pour éteindre la bougie, d'accord, pour ceux qui ont l'habitude d'éteindre directement avec le vin, de verser sur la bougie. Alors là, finalement, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas tenir tandis que le mari verse le vin sur la bougie, car ce serait vraiment toucher un objet qu'elle a en main. Comme on l'a dit, on ne peut pas toucher, même de manière indirectement, même à travers un autre objet. Donc, c'est pour ça que, ou bien, le mieux, c'est que tout simplement qu'elle dépose la bougie et que lui éteigne la bougie, ou bien que lui verse le vin et elle trempe la bougie dans le vin pour l'éteindre. Mais en tout cas, ils n'ont pas le droit d'avoir un lien, comme on l'a dit, même dans ce cas-là, parce que même que c'est indirect, quand même un toucher indirect est interdit, même si c'est à travers des objets. Et comme on l'a vu, même à travers une chaleur ou quoi, c'est aussi interdit, c'est aussi considéré comme un contact. Alors, on va continuer avec s'asseoir. Alors, comment s'asseoir? S'asseoir, on va détailler plusieurs cas. Pourquoi? Parce que finalement, souvent, on se retrouve dans une situation pareille, on doit s'asseoir l'un à côté de l'autre. Ça peut être, par exemple, évidemment, cas classique, on est dans un banc. Bon, je suppose aujourd'hui, avec le monde moderne, on n'a pas trop le temps de se promener dans un parc. On est déjà bien occupé avec nos téléphones et les WhatsApp, malheureusement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de cas de figure. On est assis l'un à côté de l'autre. D'accord? Ça peut être évidemment sur un banc, ça peut être sur le canapé, ça peut être en voiture, par exemple. Ça peut être, on revient par exemple d'une simra, d'un mariage, par exemple, on n'a pas le choix que de s'asseoir l'un à côté de l'autre. Comment on fait quand on fait nida? Alors déjà, la base, elle est comme ça, que finalement, on n'a pas le droit de s'asseoir ensemble sur un banc s'il bouge. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'asseoir si le conjoint va ressentir ma présence. Et c'est pour ça que si maintenant j'ai un banc qui bouge, je peux pas m'asseoir dessus, étant donné que l'autre va ressentir, il bouge. Pour que ça soit permis, il faut qu'il soit stable, que ce soit qu'il soit attaché au sol, par exemple, que ce soit qu'il soit tellement lourd que son poids cause que c'est impossible finalement qu'il bouge à cause de notre propre poids. Mais si, d'accord, ça c'est la seule condition. Mais si maintenant il bouge, c'est impossible. Dans certaines conditions, si on n'a pas le choix, s'il bouge, on pourra donc demander à une personne que ce soit entre nous. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a le mari d'un côté, la femme de l'autre, il y a une personne au milieu qui va les séparer entre les deux, ou bien de mettre un gros sac, etc. Mais ça, c'est vraiment dans des cas qui sont vraiment extrêmes si on n'a pas vraiment d'autre choix. Mais lorsqu'on a le choix, évidemment, on n'a pas le droit de s'asseoir dans un pied, sur un banc ou sur un siège si l'un bouge à cause de l'autre parce que le siège n'est pas assez stable. Maintenant, on est par exemple, on a mentionné le cas juste avant, on est sur un fauteuil ou bien sur la banquette arrière de la voiture. Alors évidemment, en exemple, si on monte ensemble dans la voiture, il y a plusieurs choses à faire attention. Déjà, lorsqu'on parle de banquette, si c'est la banquette arrière, évidemment, là, on est directement installé sur le même siège. Et donc, c'est réellement un problème. Alors, dans certaines voitures, on a des sièges différents. Là, ce n'est pas un problème. Si évidemment, il y a une distance qui est assez grande de séparation pour pas qu'on se touche, ni nous-mêmes, ni avec les vêtements. Mais si c'est le même banquette, évidemment, c'est un problème. Alors, c'est pour ça qu'aussi, par exemple, si on reprend le cas qu'on a mentionné juste avant, qu'on revient, par exemple, d'un mariage et que finalement, on a besoin de prendre un train avec une personne, on a besoin d'entrer avec une personne, on n'est pas venu en voiture, par exemple. Alors, à ce moment-là, évidemment, il va falloir essayer. Et des fois, ce n'est pas évident parce que des fois, voilà, c'est un peu gênant. Mais il faudrait essayer, évidemment, que le mari ou la femme monte devant et l'autre derrière pour ne pas que ce soit sur la même banquette. Si on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de s'asseoir sur la banquette arrière, évidemment, on n'a pas d'autre moyen de transport. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra essayer qu'une personne s'asseye entre nous. D'accord? Donc, le mari d'un côté, la femme de l'autre, et au milieu, une personne. D'accord? On peut prendre par exemple un enfant ou quoi, pour séparer donc le mari de la femme. Parce que finalement, comme c'est la même banquette, le mouvement de l'un, finalement, est ressenti avec l'autre.
D'accord? Donc ça, c'est un point important. Maintenant, encore un autre point concernant la voiture. Même quand on est assis devant dans la voiture, ça veut dire chacun dans sa banquette, d'accord? Ça, le mari conduit, la femme est à côté. Il y a un problème aussi qui n'est pas lié directement au siège, mais qui est lié au toucher. Car étant donné qu'on est très proche, très facilement et très souvent, on risque de se toucher. Ce problème-là aussi peut se passer par exemple dans l'avion. D'accord? On prend l'avion ensemble. Et on a évidemment une très fine séparation finalement, parce que souvent si on est assis à côté, donc il n'y a presque rien qui nous sépare, c'est très problématique. Pour ça, lorsqu'on monte dans l'avion, par exemple, il faut demander à l'accueil qu'ils nous mettent dans un passage de manière à ce que, ou bien qu'ils soient assis avec une personne qui les sépare, ou bien qu'ils soient dans le passage, un à droite, l'autre à gauche, le passage au milieu, de manière à ce qu'ils ne se touchent pas. D'accord? Si on n'a pas le choix, c'est vraiment compliqué de respecter, il faut vraiment essayer de demander une personne qui vous sépare. Et si vraiment, vraiment on n'a pas le choix, hein, il faut remettre un objet entre les deux, par exemple un gros sac entre les deux, mais dans un avion, c'est vraiment c'est pratiquement pas faisable parce que les sièges sont tellement serrés en général, à moins que vous voyagez en business, mais sinon les sièges sont assez serrés. Et donc, c'est très compliqué d'appliquer ça comme il faut. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer donc de prendre des sièges ou bien dont le passage passe entre les deux, ou bien de manière à ce qu'il y ait une personne qui se soit entre les deux pour ne pas se toucher. De la même façon aussi pour les autobus. Autobus, c'est même des fois plus embêtant. Des fois, on est assis à côté, même si on se sépare un petit peu. Des fois, l'autobus, surtout si vous êtes en Israël, vous avez d'accord, vous avez les autobus qui s'amusent bien. Donc, à droite, gauche, des virages, chacun se balance. Des fois, facilement, on se touche. Il faut faire très attention à ça. Maintenant, lorsqu'on est sur le fauteuil, c'est quoi le problème du fauteuil? Le fauteuil, c'est le même problème. Mais sur le fauteuil, c'est un double problème. Parce que des fois, même si, par exemple, on a deux gros coussins qui sont séparés, c'est le même fauteuil, mais deux coussins séparés, à la rigueur, on pourrait dire c'est permis. Mais des fois, en dessous, étant donné que le dessous, c'est-à-dire ce qui va supporter ces gros coussins-là, des fois, ils sont avec des ressorts. Donc, forcément, même si on est assis sur on va dire deux coussins séparés, mais concrètement, le fond du fauteuil, il est avec des ressorts, et donc ça ne va pas nous aider, car finalement, lorsqu'on va s'asseoir, l'autre va ressentir, et c'est pour ça que ça reste interdit. Donc, c'est pour ça, à moins que c'est vraiment séparé, c'est-à-dire qu'ils sont deux sièges distincts, il faut sinon s'asseoir dans deux sièges différents. Et de la même façon aussi pour le reste, comme on l'a dit, la voiture, le banc, etc., l'autobus. Alors maintenant, on va passer à la chambre à coucher. La chambre à coucher, évidemment, comme on sait bien, interdiction formelle de dormir dans le même lit, peu importe de comment on le fait. Même si on met entre les deux la muraille de Chine, on n'a pas le droit de dormir dans le même lit, quand on n'a pas le droit de s'allonger dans le même matelas, tout simplement. Certains pensent que si on met des gros coussins, etc., etc., donc c'est évident, il n'y a pas de lieu dans la loi juive, on ne dort jamais dans le même lit, il n'y a aucune condition, aucune autorisation pour ça. Donc c'est pour ça ce qu'il faut faire, c'est simplement avoir deux lits et pas seulement avoir deux lits. Il y en a certains qui mettent un grand lit et un petit lit en cas de nida. Mais des fois, c'est compliqué parce que des fois, le mari n'a pas la force, la femme n'a pas la force. Pourquoi lui va dormir par terre, il va dormir sur le canapé ou il va dormir sur un petit lit? Lui aussi, il a envie de dormir comme un roi ou bien la femme aussi a envie de dormir comme une reine. Et donc, forcément, une maison juive doit absolument avoir deux lits confortables. Parce que si on commence à faire un grand lit, alors à ce moment-là, très facilement, on peut être amené d'accord, comment dire, un petit peu à s'embrouiller. Et comme on verra après aussi d'autres halakhot qui ne nous permettent pas d'utiliser le même lit de la femme, même si elle n'est pas dedans. D'accord? Donc c'est pour ça que, évidemment, mais en tout cas, ce qu'on apprend, c'est qu'interdit de dormir dans le même lit, peu importe les conditions. Maintenant, comment une chambre juive du moins du côté des lits, doit apparaître? Donc déjà, on a un lit. Le lit, évidemment, bon, il faut qu'il soit de taille à ce que de manière, lorsqu'elle est nida, peuvent aussi dormir ensemble. À moins que c'est, comme on dit, une taille audite, c'est qu'un lit qui peuvent se coller l'un à l'autre. Mais en tout cas, on a un lit. Deuxième lit à côté. L'idéal, et même vis-à-vis de la tsniout, et même, je pense, du côté aussi éducatif des enfants, un enfant ne doit pas savoir qu'il y a des jeux. D'accord? Ce n'est pas son problème. Lorsqu'il sera plus grand, il comprendra. Mais en tout cas, donc, il rentre dans la chambre de ses parents, il ne doit pas avoir de différence, que ce soit lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle n'est pas nida. Il ne doit pas se censé se poser trop de questions. Il faut vraiment qu'il essaye, ou du moins, à moins vous fermez les portes, mais que l'enfant ne rentre jamais dans la chambre des parents. Mais sinon, c'est compliqué. Comment justifier? Pourquoi des fois, le lit sont à côté, des fois, ils sont séparés, des fois, ils sont ensemble. Donc, c'est pour ça que l'idéal, ce serait toujours d'avoir deux lits séparés. Et l'idéal, ce serait de mettre une table de chevet entre les deux lits. D'accord? Maintenant, quelle distance on doit placer les lits? Alors ça, la distance
idéal est de minimum 60 centimètres. Pourquoi 60 centimètres? Car finalement, c'est une mesure que les poskim ont mentionné, parce que finalement, c'est vrai que c'est quoi le problème que le lit soit plus proche ou plus loin? C'est quoi le problème? Le problème, c'est tout simplement parce que finalement, on dort, on ne fait pas toujours attention. On a mentionné plus haut que lorsque le toucher est interdit, que ce soit de manière directe ou que ce soit de manière indirecte. Et c'est pour cela que finalement, des fois, par exemple, il y a la couette qui tombe ou quoi, ou des fois, il y a un pied qui dépasse, une main qui dépasse, très facilement, on pourrait se toucher, que ce soit directement, que ce soit à travers donc, la couverture, par exemple. Et c'est pour cela que finalement, on doit vraiment respecter une certaine distance qui soit assez large, de manière à ce que même si, par exemple, durant la nuit, on est en une jambe ou un bras, et l'autre aussi fait la même chose, on ne serait pas amené à se toucher. Et on a estimé ça à peu près à 60 cm. Donc, on peut aussi faire plus, mais c'est vrai qu'au moins, c'est compliqué. Des fois, on passe à côté, etc., on touche la couverture, et donc finalement, on enfreint ce ISO-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder une distance d'accord de 60 cm. Une personne maintenant qui ne peut pas le faire, par exemple, qui n'a pas la taille, assez de taille pour pouvoir avoir une telle séparation, alors il doit au moins se séparer au maximum de manière à ce que on ne pourrait pas se toucher, comme on l'a dit, avec le main, le pied ou la couette, si elle tombe, ou si elle touche, ou si sans faire exprès je bouge. Il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, il n'y a pas de différence si les lits sont parallèles l'un à l'autre ou bien c'est comme un resh, d'accord? À ce moment-là, là aussi, il va falloir garder cette distance-là. Par contre, si ils sont vraiment alignés l'un après l'autre comme un train, d'accord, tête aux pieds, alors à ce moment-là, il n'a pas besoin de respecter autant de distance, car finalement, il n'y a pas de risque. Si c'est un à la tête, l'autre au pied, donc finalement, il n'y a pas de risque que l'un va tendre le bras, etc., parce que finalement, ils ne sont pas à côté l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça que si c'est vraiment comme un train, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est que les séparer un petit peu au minimum pour pas que les lits même se touchent, mais on n'a pas besoin d'avoir une tellement grande séparation. Alors maintenant, ce qui se passe dans la chambre à coucher et par rapport à s'asseoir. On a dit qu'on n'a pas le droit donc de dormir avec sa femme, la femme avec son mari durant la période d'une nuit dans le même lit. D'accord? Même si on met une séparation entre les deux, même si on met des coussins, peu importe, on n'a pas le droit de dormir ensemble dans le même lit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à s'asseoir? Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur le lit de ma femme quand elle n'est pas sur le lit? Quand elle est sur le lit, on a dit qu'on n'a pas le droit. Alors maintenant, elle n'est pas dans le lit. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Alors, le mari n'a jamais le droit de s'asseoir, ni de s'allonger dans le lit de sa femme, d'accord, même en son absence. C'est-à-dire, pas seulement l'absence dans le lit, même s'il est dans la chambre, il n'a pas le droit ni de s'asseoir, ni de s'allonger sur le lit qui est réservé à sa femme, qui est particulier à sa femme. Tandis que la femme, elle peut elle aura le droit donc de s'asseoir sur le lit de son mari, même en sa présence. Mais elle ne pourra pas s'allonger en sa présence. D'accord? Donc, je répète, le mari n'a jamais le droit ni de s'asseoir, ni de s'allonger, même en son absence, même en l'absence de sa femme dans la chambre. Tandis que la femme, elle aura le droit de s'asseoir uniquement dans sa présence, mais elle n'aura pas le droit de s'allonger en sa présence. OK. Maintenant, un autre point qui est important, c'est que pas simplement le lit, on n'a pas le droit d'utiliser, même les draps, on ne peut pas utiliser. C'est-à-dire que si maintenant les draps sont particuliers à la femme, par exemple, la femme a ses draps à elle, et le mari a ses draps à lui, le mari ne pourra pas utiliser les draps de sa femme et vice-versa. D'accord? Étant donné qu'elles sont réservées, c'est comme si j'utilisais le lit directement. Maintenant, ça, c'est par rapport au lit, par rapport au drap. Mais si par exemple, c'est une chaise, etc., en général, ce n'est pas une chaise pour dormir, c'est uniquement une chaise. En principe, il n'y a pas de problème. On peut utiliser aussi la chaise de sa femme ou de son mari. Par contre, comme on l'a dit, le problème, c'est surtout dans le lit, les draps et ce qui va avec. Un autre point qui est important dans la chambre à coucher, c'est que le mari et la femme ne pourront pas donc préparer le lit, le lit, les draps, d'accord, du conjoint en sa présence. En son absence, ils pourront le faire, c'est-à-dire s'ils ne sont pas dans la pièce, mais si c'est dans sa présence, ils ne pourront pas le faire. Alors maintenant, dans quel cas il s'agit? C'est lorsqu'on prépare ça en but d'aller dormir. Par exemple, que le mari prépare le lit à sa femme, d'accord, arrange le lit, etc., d'accord, prépare le lit pour qu'elle aille dormir, ça c'est interdit. Par contre, si c'est uniquement pour faire de l'ordre dans la chambre, ça, il pourra le faire. Mais on a dit que de toute façon, en son absence, il peut le faire. Maintenant, ça, c'est uniquement par rapport au drap. Et par rapport, par exemple, à la housse de couette, par exemple, vient porter les matelas, ça, il pourra le faire même en présence de sa femme, car on dit que ce n'est pas un acte romantique, mais c'est plus de la corvée, oui,
on sait très bien, pour mettre une housse sur un drap, pour mettre la housse de couette, la couette dans la housse, c'est pas toujours facile. La façon aussi de porter les matelas, donc c'est plus, on va dire entre guillemets, la servitude plus que du romantisme. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, ça sera permis. D'accord? Donc, interdit de préparer le lit au but d'aller dormir quand on parle de drap et de couverture. Mais si c'est des choses qui sont plus poussées, ça, il aura le droit de le faire même en sa présence. Maintenant, se laver. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire couler en la présence de son mari ou bien la mari en présence de la femme, de faire couler le bain pour lui? D'accord? Donc, ça marche que ce soit pour le corps, d'accord, ou bien une partie du corps, il n'aura pas le droit de le faire. Maintenant, s'il n'est pas devant lui, ça veut dire que la femme n'est pas devant ou le mari n'est pas devant, à ce moment-là, il pourra préparer l'accord pour le conjoint. Ce sera permis, autorisé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le reste? On a par exemple la Daim le matin, est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce qu'on pourra le préparer? Par exemple, ça oui. Quand c'est une mitzvah, les postes qui m'ont dit qu'on pourra le faire. Par contre, savon et serviette, c'est aussi permis car ce n'est pas finalement le bain directement, c'est juste pour aider donc le bain ou la douche. Donc là, ça sera permis. Okay. Maintenant, lorsque par exemple, des fois, on se trouve une situation, par exemple, un exemple Shabbat, on ouvre par exemple le Netilat Yadayim et d'accord, et on se lave les mains. Et ensuite, ensuite, par exemple, la femme arrive avec son keli aussi pour faire le Netilat Yadayim et le mari veut lui ouvrir. Alors, comme on l'a dit, pour le Netilat Yadayim, on a le droit. Il faut faire attention finalement de ne pas la toucher à travers l'eau. Alors, ça veut dire quoi? On a le droit de préparer un keli pour qu'elle puisse se laver les mains. Mais par contre, si elle tient, elle, le keli, et moi, j'ouvre l'eau, d'accord, pendant qu'elle tient le keli, là, finalement, je fais un contact direct avec elle, et là, je n'aurai pas le droit. D'accord? Donc, en demande, c'est à la on pourra trouver, si on veut, deux points, le point de Yetadaim, le point de laver, comme c'est une mitzvah, dans ce cas-là, on aura le droit. Mais par contre, c'est à partir du moment où on ne se touche pas. Mais si on se touche même indirectement, comme l'exemple que je viens de donner, que la femme, par exemple, tient le keli et que le mari ouvre l'eau pour remplir le keli, ça, c'est un contact direct et c'est interdit. D'accord? On pourra donner, même si on ne parle pas de Netilat Yadayim ou de se laver, mais aussi toutes sortes de choses, comme on l'a dit. Par exemple, la femme tient un sac et le mari met dedans par exemple, les courses, ou bien même si la femme, par exemple, le mari pousse le caddie, et pendant qu'il pousse, la femme met des choses à l'intérieur, ça aussi, c'est interdit, car finalement, c'est aussi un contact qui est indirect, qui reste un contact, donc forcément. Maintenant, regardez. Est-ce qu'on a le droit de se regarder? Alors évidemment, on peut se regarder, mais comment? Alors, on a le droit de regarder uniquement les parties généralement couvertes de la femme. Donc finalement, on revient un petit peu évidemment au din tzniut. C'est pour ça que le mari n'a pas le droit de voir sa femme des parties qui sont habituellement couvertes. Donc on parle par exemple des cheveux. Donc la femme doit se couvrir les cheveux dans la maison. Elle doit aussi le corps. Donc le corps, ça vient du mot à partir de l'évasement du cou jusqu'aux pieds, inclus les genoux, jusqu'à la cheville. D'accord? Les bras à partir du coude. Tout ça, le mari n'a pas le droit de voir. Maintenant, ça ne change pas qu'il le voit de manière directement ou qu'il le voit indirectement, c'est-à-dire à travers un miroir. Ou bien, si par exemple il y a des vêtements qui sont un petit peu aussi transparents, là-bas aussi, le mari n'aura pas le droit de voir parce que finalement, il voit aussi. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. Maintenant, même lorsqu'on parle de voir, il y a voir et regarder. C'est-à-dire que dans les parties qui sont habituellement recouvertes, ça c'est évidemment qu'on n'a pas le droit de voir ni rien du tout. Mais même lorsqu'on parle de voir le visage de sa femme, il y a le fait de voir et le fait de regarder, de s'approfondir, de rester des heures devant sa femme, de la contempler. Ça aussi, ça n'a pas le droit, d'après la halakha, de le faire. Évidemment, on parle normalement, on ne sait jamais, quand on commence à rentrer dans s'approfondir et regarder un petit peu de manière un petit peu plus, on va dire, lourde, de manière plus prononcée, ça, c'est aussi interdit. Ok, le maquillage. Est-ce qu'on a le droit de se maquiller? Alors, marqué dans la halakha que Rabbi Akiva, il a permis aux femmes de se maquiller. Pourquoi? Pour pas que la femme ne déplaise à son mari et ensuite ils viennent, chas v'shalom, à la divorcer. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que la femme a le droit de se maquiller, mais évidemment, comme elle dit la halakha, bekoshi itirola leit kachet. C'est-à-dire bekoshi. C'est quoi bekoshi? C'est-à-dire vraiment de manière limite. Ça veut dire comme il faut pour pas que le mari trouve sa femme pas belle. Alors ils ont permis à la femme de se maquiller, mais évidemment de ne pas non plus trop exagérer. Donc on a le droit de se maquiller dans la période de Nida de manière qui soit assez raffinée, juste pour ce qui a besoin, sans trop exagérer.
Maintenant, le mari, lui, il n'a pas le droit de regarder sa femme se maquiller. Pendant qu'elle se maquille, il n'a pas le droit. C'est aussi un problème d'acte de sniout. OK. Maintenant, chanter. Chanter, la femme n'a pas le droit de chanter devant son mari durant la période pendant qu'elle est nida. Par contre, la question qui se pose souvent, c'est des fois, par exemple, il y a le bébé qui est fatigué et qui essaie de dormir, etc. Alors évidemment, ce qui serait idéal de faire, c'est que le mari sorte de la pièce et n'écoute pas sa femme chanter pendant qu'elle fait dormir le bébé. Mais si c'est une petite maison, par exemple, c'est compliqué, alors à ce moment-là, il pourra quand même chanter, étant donné que le but est de dormir le bébé. Maintenant, un autre point, c'est que c'est à la chala qu'on n'a pas le droit de chanter, ou plus précisément, que le mari n'a pas le droit d'écouter sa femme chanter, parce que la femme peut chanter, pas en présence de son mari, mais que le mari n'a pas le droit de chanter, ça ne change pas si c'est directement ou indirectement. C'est-à-dire que même si par un enregistrement, par exemple, ou même s'il y a plusieurs personnes qui chantent en même temps, même là, le mari ne pourra pas entendre sa femme chanter. Un autre point aussi, c'est qu'on l'a chanté et jouer un instrument, ça rentre dans le même cadre. La femme ne pourra pas jouer un instrument non plus devant son mari. Ok, sentir. On a parlé de maquillage il y a quelques instants. Maintenant, on parle de sentir. Le mari n'a pas le droit de sentir le parfum de sa femme. C'est pour ça que d'un côté, on dit que la femme ne doit pas trop se parfumer durant la période de nida pour ne pas non plus faire trébucher son mari. Mais le mari non plus ne peut pas chercher les odeurs. Mais on parle d'une odeur qui est le parfum de sa femme. Le parfum de sa femme et aussi, ou bien le parfum que sa femme porte. Des fois, à l'époque, ils avaient un pendentif comme ça, avec un certain parfum qui accompagnait la femme. Et même aussi le parfum qui est sur les vêtements de la femme. Là, le mari ne pourra pas sentir. D'accord. Donc, ça, même une fois que la femme, par exemple, a retiré ses vêtements et le mari ne veut sentir l'odeur qui a, donc le parfum qui est sur les vêtements, ça, il n'aura pas le droit de le faire. Je vais rajouter une parenthèse, c'est que là, on parle de la femme, évidemment, en général, le mari n'a pas le droit de sentir non plus un parfum d'une autre femme. Ça aussi, c'est interdit. Mais bon, comme ce n'est pas dans le cas du chiot, on va rester dans le cadre du couple. Maintenant, les vêtements. D'accord, le mari ne pourra pas s'habiller des vêtements qui est réservé à sa femme. Par exemple, des fois, elle a peut-être un pull ou un manteau, etc., qu'elle a l'habitude de vêtir. Et il en a besoin maintenant pour sortir le community dehors. Là, il n'a pas le droit de vêtir, étant donné que c'est un vêtement qui est réservé à sa femme. Par contre, si c'est un vêtement qui est mixte, des fois c'est lui qui le met, des fois c'est elle qui le met, ça, à ce moment-là, il aura le droit donc, de s'habiller de ce vêtement. Se promener. D'accord, une personne maintenant, un couple qui veut se promener ensemble, là aussi, c'est un acte qui est considéré comme une kirva, c'est-à-dire romantique, qui rapproche l'un à l'autre. Et c'est pour cela que on a fait le droit d'entreprendre une promenade, un safari, un voyage pendant que la période est nida. Étant donné, et à condition que le but de cette promenade, c'est donc c'est uniquement pour la promenade. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment uniquement pour se détendre, etc. Ça, on n'a pas le droit. Par contre, si on a une bonne raison, comme par exemple, ça peut être pour une affaire, ou par exemple, j'aimerais aller quelque part pour faire des courses, ou bien par exemple, je vais au restaurant, mais pas pour me créer une ambiance romantique, parce qu'on a faim, tout simplement. Ou bien, par exemple, je souhaiterais marcher dehors avec mon mari, me promener dans la rue, mais pas pour passer un bon moment ensemble, forcément, mais uniquement, par exemple, parce que ça fait du bien pour faire du sport, par exemple, pour maigrir, pour la santé. Tout ça, on a le droit de le faire, étant donné que c'est pour une cause, c'est pour quelque chose, c'est pour un but qui n'est pas le but de rapprocher le couple l'un de l'autre. Mais si le but, c'est uniquement de se promener ensemble, par exemple, d'aller dans un hôtel ou quoi, uniquement passer un bon moment ensemble, ça, c'est interdit, étant donné que c'est le but est de se rapprocher, mais n'est pas pour un but qui est autre que ça. Maintenant, à table. À table, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hein. Par contre, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat, vous écrivez. On tâchera de répondre. Ok, alors on pose une question ici, je vais répondre maintenant. Est-ce qu'on a le droit d'étudier dans le même livre avec sa femme en période de nida? La réponse, elle est que théoriquement, oui, mais pratiquement, c'est à vous de poser la question. C'est-à-dire, mais pour ce qui m'ont dit que finalement, l'acte en soi d'étudier ensemble, il n'y a aucun problème, même dans le même livre. Après, il faut réfléchir. Est-ce qu'à cause de ça, on pourrait se toucher? Parce que finalement, on est ensemble dans le même livre. C'est pratiquement impossible de ne pas se toucher dans ce cas-là. Si c'est le cas, évidemment, on devra donc essayer de trouver deux livres pour étudier dans deux livres différents. De façon, si par exemple avec un parapluie, il pleut dehors, on tient un parapluie, on est ensemble. Mais c'est pratiquement impossible de ne pas se toucher. Alors, ou bien prendre deux parapluies, ou bien dire au monsieur, tu prendras toi la pluie sur la tête,
ou bien il faut bien moins que c'est un parapluie qui est grand, etc., qu'on peut le faire, mais en général, c'est très compliqué. Donc, en deux mots, d'après la halakha, ce n'est pas interdit. Il faut voir techniquement si on arrive vraiment à arriver dans une situation où on ne se touche pas. Tandis que quand on parle de parapluie, de livre, on est vraiment à côté l'un de l'autre. L'autre question qu'on pose, est-ce qu'il faut appliquer les dîners d'Achakot lorsque la femme est pure? Alors, de manière générale, on n'a pas besoin de mitzad, les dînim de Nida, de respecter la Achakot lorsque la femme est pure. Par contre, oui, il y a un issour dans le Shulchan Aruch, ça faut savoir. On n'a pas le droit de montrer un acte affectueux aux yeux du public. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de se donner la main en public. On n'a pas le droit de se enlacer en public. À plus forte raison, on ne peut pas s'embrasser en public. Ça, c'est aussi un interdit et c'est évidemment, il n'y a aucune différence. La famille Nida, c'est évidemment qu'on n'a pas le droit de le faire, même quand elle est permise, on n'a pas le droit donc de le faire. Maintenant, certains chassidim font aussi attention que même si ce n'est pas un acte qui est affectif, de ne pas montrer trop aux étrangers que la femme est permise. D'accord? C'est-à-dire, on ne fait pas de différence. Lorsqu'il y a des gens, par exemple, on ne se passe pas de verre de main en main, on le pose sur la table et l'autre prend, etc. Ça, on va dire, c'est plus, on va dire, une conduite chassidique. Ce n'est pas une obligation d'après la halakha. Par contre, la halakha, ce qui est une obligation, à part le dîme de Nida, c'est donc de ne pas montrer d'actes affectueux en public. Ça, c'est vraiment interdit d'après la halakha. Ok, s'il y a d'autres questions, vous pouvez donc mettre dans le chat avec grand plaisir. Ok, maintenant, on va passer à table. Passer à table, donc, littéralement, parce que finalement, on va parler aussi donc de vraiment tout ce qu'on parle dans le repas. Alors, dans le repas, on a 5 catégories, on va dire 5 sortes de harchakot qu'on doit respecter. Alors, c'est quoi les 5 sortes d'harchakot? Donc, là, je les ai mentionnées vraiment brièvement en un mot, enfin une ligne, et ensuite, on va les détailler plus précisément. Alors, on a les restes, on a le eker, les restes, c'est les restes, donc on ne peut pas manger les restes de son conjoint. Le eker, c'est un signe qu'on va mettre de reconnaissance. On n'a pas le droit de manger du même récipient. Et on n'a pas le droit de servir son conjoint. Et on n'a pas le droit, le mari n'a pas le droit d'envoyer une boisson importante à sa femme. D'accord? Donc là, on les a mentionnés très rapidement. Maintenant, on va les détailler plus précisément. Alors déjà, les restes. L'interdit concerne le mari, pas la femme. C'est-à-dire, la femme a le droit de manger des restes de son mari. Par contre, le mari n'a pas le droit de manger des restes de sa femme. D'accord? Maintenant, ça n'a aucune différence, que ce soit une boisson ou bien un aliment dur. En tous les cas, le mari n'a pas le droit de manger les restes de sa femme. Ok, maintenant, ça c'est uniquement par rapport aux aliments. Par contre, savon, tabac, dentifrice, etc., lui, il peut continuer donc à utiliser ce qu'il a. D'accord. Maintenant, dans quel cas on a le droit de manger des restes? Alors, vous savez quoi? Avant de parler de quel cas on doit manger des restes, je vais d'abord dire c'est quoi des restes. Des restes, c'est un plat ou une boisson qui a été entamée par la femme et que ce plat-là, il a été généralement réservé pour une personne de manière individuelle. C'est-à-dire, vous avez une assiette devant vous, par exemple, comme dans la photo, une salade, et vous mangez de la salade. Alors à ce moment-là, toute la salade est considérée un reste, étant donné que c'est les restes de la salade, c'est une salade qui est destinée à une seule personne. Et donc, si la femme a arrêté de manger, ça devient des restes. Vous avez une pizza, par exemple. Vous avez une tranche de pizza. Vous croquez la tranche de pizza et vous n'en voulez plus. C'est considéré des restes. Et donc, le mari ne pourra pas manger, à part dans les exceptions qu'on va citer, ne pourra pas manger les restes du morceau de pizza. Façon aussi avec un morceau de pain. Mais admettons que vous avez une baguette entière et que la femme a déchiré un morceau à manger. Est-ce qu'on va dire que le reste de la baguette est considéré un reste? La réponse est non. Pourquoi? Parce que si c'est une baguette entière, la baguette est destinée pour beaucoup de personnes, pas seulement uniquement pour la femme. C'est-à-dire que si c'était un petit pain, par exemple, si un petit pain qui était réservé à une personne, à ce moment-là, si la femme croque dedans ou bien déchire un morceau, c'est considéré son pain, donc c'est ses propres restes, et le mari ne pourra pas le consommer. Tandis que si on parle d'un pain qui est destiné à plusieurs personnes, c'est un grand pain, c'est une challah de Shabbat, par exemple. Alors à ce moment-là, le reste n'est pas considéré comme des restes. Un autre exemple, vous avez une bouteille de coca, par exemple. Vous avez une bouteille de 1,5 litre, vous avez une bouteille de 50 centilitres. Ou bien une canette, par exemple, 33 centilitres. Si, par exemple, la femme a pris, même si elle a bu de la bouche, par exemple, la bouteille de 1,5 litre, alors à ce moment-là, le reste n'est pas considéré comme ses restes. Pourquoi? Parce que c'est vrai elle s'est directement servie de la bouteille, mais d'un autre côté, cette bouteille-là était destinée à plusieurs personnes. Ce n'est pas logique qu'une personne prenne toutes ces bouteilles-là pour elle. Par contre, si c'est une bouteille de 50 centilitres ou une canette, la femme bu directement, là, évidemment,
le reste, ça devient des restes, parce que finalement, c'est logique que cette bouteille-là est destinée à une seule personne. Donc, c'était la bouteille de la femme. Et le mari, donc, maintenant, veut l'utiliser, il ne peut pas parce que c'est les restes de sa femme. De toute façon aussi, s'il y a un verre, elle a entamé un verre, et le mari veut continuer, etc. Maintenant, on a un autre cas de figure qui est très, très fréquent aussi, c'est maintenant vous avez un plat, où dans le plat, vous avez plusieurs aliments. Alors, comment on fait si vous avez plusieurs aliments? Par exemple, vous avez de la viande, vous avez du riz, vous avez des pommes de terre. Et elle a décidé de manger du riz. Après, elle dit non, finalement, j'ai pas faim, je laisse tomber, j'ai pas faim. Le mari dit attends, moi, le riz, je veux pas de riz, moi, je veux la viande. Est-ce que je peux prendre la viande ou les pommes de terre? Est-ce que je peux les prendre? Alors, dans ce cas-là, certains poskim disent que ça dépend dans le niveau d'importance. On va voir, est-ce qu'on va inclure tout le plat, que c'est finalement tout le plat et le reste de la femme, ou bien on va finalement distinguer. Donc, certains possibles me disent que chaque aliment est finalement séparé. Si on a mangé du riz, c'est le riz, le riz, c'est les restes. Par exemple, il pourra manger des pommes de terre ou de la viande. Certains possibles me disent qu'en vérité, on va voir en fonction de l'importance. Un exemple, si je considère que la viande est plus importante que le reste du plat, alors si elle a mangé de la viande, tout le reste du plat est considéré comme des restes. Mais si elle a mangé que le riz, en point de vue importance, est moins important que la viande, alors à ce moment-là, le riz uniquement sera interdit comme reste, mais la viande sera autorisée. Alors, ok. Donc, d'accord, c'était pour un peu voir c'est quoi les restes. Maintenant, on va voir dans quel cas, finalement, ce dîme doit être respecté. Alors, on a dit, si c'est uniquement pour le mari, la femme n'a pas de problème de manger les restes de son mari. Mais dans certains cas, même le mari pourra manger les restes de sa femme. Quand? Alors, par exemple, c'est une tierce personne, c'est-à-dire, il y a une autre personne qui va manger entre les deux. Par exemple, j'ai un verre, la femme a bu de son verre, elle a laissé. Et il y a une personne, et le mari maintenant veut goûter. Lui aussi, des restes de sa femme. S'il y a une personne qui boit entre les deux, le mari pourra consommer le reste qu'il y a. Deuxième cas de figure, si par exemple, elle a été transvasée. Par exemple, j'ai un verre de coca, la femme a commencé à boire, donc le verre est considéré les restes de sa femme. S'il prend le coca et il transvase dans un autre verre, à ce moment-là, il pourra le consommer. Ou bien, si on revient à la salade, elle a mangé la salade, il pourra prendre donc la salade, la passer dans son assiette à lui, et il pourra le consommer. Mais par contre, ça concerne uniquement quelque chose qui a besoin d'assiette. Un exemple, j'ai un morceau de pain. Elle a pris une miche de pain, elle a croqué dedans. C'est une petite miche de pain individuelle pour une personne. Concrètement maintenant, cette miche de pain-là, c'est considéré des restes. Le mari dit, il n'y a pas de souci, je prends ton pain, je le mets dans mon assiette. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le pain n'a pas besoin d'assiette. Donc, c'est uniquement pour quelque chose qui a besoin d'assiette et qui a besoin d'un récipient, ça peut marcher, ce lien-là d'être transvasé. Maintenant, un autre cas. Si maintenant la femme, donc un autre cas aussi que c'est permis pour le mari, c'est si maintenant la femme ne se trouve pas devant lui. Par exemple, la femme est partie à la cuisine et le mari est un peu gourmand, il veut piquer un petit peu l'assiette de sa femme pendant qu'elle est partie à la cuisine, ça il aura le droit de le faire étant donné que la femme n'est pas devant lui. Donc en nouveau, trois conditions, trois cas de figure que c'est permis de manger des restes de sa femme, ou bien qu'une personne a fait une interruption entre les deux, entre la femme et le mari, ou bien que c'était transvasé de récipient, ou bien que la femme ne se trouve pas dans la pièce devant lui, donc il pourra aussi consommer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il ne sait pas? Ça veut dire si le mari ne sait pas que c'est les restes de son mari, pardon, si le mari ne sait pas que c'est les restes de sa femme, là, la femme n'aura pas besoin de lui dire. D'accord? Ça, c'est le clad. Ok. Maintenant, un autre lien aussi, c'est souvent, par exemple, madame cuisine, et la soupe, par exemple, elle va goûter. Elle va goûter pour voir si c'est bon. Le fait de goûter, d'accord, ce n'est pas considéré comme les restes, étant donné que finalement le plat est encore destiné pour l'ensemble donc, de la famille. Donc, ce n'est pas considéré comme des restes. OK. Donc, maintenant, on va passer au Eker. Là, on a parlé des restes. Maintenant, on passe au deuxième point du repas qui est le point du Eker. C'est quoi un Eker? Eker, ça veut dire reconnaître. C'est quoi la Akir? C'est finalement nous faire un rappel. Le but du Eker, c'est en vérité de nous faire un rappel sur la table qu'on est dans un statut de Nida. C'est quoi le but? Le but, finalement, c'est qu'on ne soit pas amené à chacun prendre de l'assiette de l'autre qui est interdit, d'accord, durant la période de Nida. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un Eker. Alors maintenant, si on parle de Eker, ça veut dire reconnaître, il faut forcément aller d'après la logique. C'est que si c'est quelque chose qui doit nous faire un rappel, il faut que ça nous rappelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit assez, on va dire, différent
dans l'ambiance de la pièce de manière générale pour que ça me fasse un rappel. Si c'est un objet qui est habituellement sur la table ordinaire, ou bien c'est quelque chose que je ne vois pas, ça ne peut pas me rappeler. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'un équerre, il faut absolument qu'il y ait certaines conditions pour qu'il soit cachère. Donc là, on va voir comment on le fait. Bon, déjà, le équerre, il n'y a aucune différence pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire que finalement, homme et femme ne pourront pas manger ensemble s'il n'y a pas d'équerre. C'est pour ça qu'au début du repas, avant de commencer de manger ou de boire, on doit chacun se mettre d'accord. Qu'est-ce que ça va être le équerre? Alors maintenant, des fois, c'est facile de le faire parce que des fois, on mange à la maison ou bien avec la famille rapprochée, c'est facile. Des fois, vous êtes invité chez la belle-mère et vous avez le grand plat de Shabbat et voilà, vous voyez que vous ne commencez pas à manger parce que vous n'avez pas encore établi de équerre. Là, la belle-mère qui commence à se mêler, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut essayer d'un côté, on est obligé de respecter la halakha, mais d'un autre côté, il faut savoir aussi faire ça discrètement. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre l'habitude, surtout aussi quand on est jeune marié ou qu'on n'a pas encore l'habitude de le faire. Il faut donc se mettre d'accord préalablement quel équerre on va mettre. Comme ça, c'est déjà réglé. D'accord? Et on verra après qu'il y a toutes sortes de techniques qui peuvent passer très inaperçues pour faire un équerre comme c'est d'après la halakha, et donc de manger tranquillement et en même temps en restant discret. Maintenant, un autre point qui est important, c'est que même s'il y a des gens sur la table, des gens à table attablés avec nous, il n'y a pas de différence. Il faut aussi mettre un équerre, même qu'il y a des gens aussi attablés avec nous. Ok, donc c'est quoi les critères pour qu'un équerre soit valable, soit conforme? Un, il faut qu'il soit un peu en hauteur. Pourquoi un peu en hauteur? Parce que si je ne le vois pas, c'est plus un équerre. Donc, il faut vraiment, ça veut dire qu'il faut qu'en vérité, lorsque je vois mon conjoint, il faut que mon équerre me tape l'œil. Alors maintenant, je n'ai pas besoin de mettre une pancarte, d'accord, faire un accord avec fluorescente, ça, je n'ai pas besoin, évidemment. Mais il faut un objet qui ne soit pas habituellement sur la table, parce que s'il est habituellement sur la table, donc forcément, ça ne va pas me rappeler. Mais s'il n'est pas habituellement sur la table, mais il est plat, ça ne va pas me rappeler non plus. Il faut qu'il soit un petit peu haut pour que je puisse le voir. Et aussi, un autre point, c'est qu'il faut qu'il soit entre le couple. C'est-à-dire, si maintenant je mets, pardon, je prends un objet par exemple, et cet objet-là, je vais le mettre par exemple à quelques mètres de moi sur la table, mais pas entre ma femme, à ce moment-là, forcément, ce n'est pas valable. Parce que finalement, je ne vais pas me rappeler en voyant ma femme qu'on a équerre entre les deux. Donc, on résume. 3 points pour que le équerre soit valable. Un petit peu haut de manière à ce qu'on puisse le reconnaître. De 2, qu'il soit entre la femme et le mari. Et de 3, qu'il ne soit pas habituellement sur la table. Ce n'est pas sa place. Très bien. Alors maintenant, on peut mettre donc un objet qui est haut, pensez-y, un objet qui est haut, par exemple, que vous voulez donc, que vous mettez d'accord avant, ou bien quelque chose qui est, comme le Shulchan Aruch nous dit, par exemple, qu'on ne peut pas manger sur 2 nappes différentes. Alors, c'est quoi 2 nappes différentes? Ça peut être ou bien qu'un mange sur la table directement, l'autre sur une nappe. Là aussi, ça tape l'œil. Ça peut être aussi simplement 2 nappes de manière de couleur différente. Mais quand on a table avec des gens, ça ne se fait pas. C'est pas très discret. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre par exemple, un sous-plat sous une assiette. Un a le sous-plat, l'autre n'a pas le sous-plat. Ou bien mettre par exemple même un mouchoir en tissu, par exemple, sous un des assiettes. D'accord? C'est aussi possible de le faire. Et ça va nous faire un rappel que finalement, la femme, le femme est nida et qu'elle ne peut pas prendre chacun du plat de l'autre. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le équerre? Alors pourquoi je dis si on peut utiliser le équerre? Parce que si finalement, je prends un équerre, je le mets entre nous deux, et je commence à le bouger, donc forcément, ce n'est plus un équerre. Donc c'est pour ça que le équerre doit rester équerre, doit rester sur la table. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, si par exemple, j'ai une bouteille, par exemple, on va dire de vin sur la table, et maintenant je dis, je risque de l'utiliser. Si on risque de l'utiliser, c'est plus un équerre. S'il a l'habitude d'être sur la table et je risque de l'utiliser, c'est plus un équerre. Mais si, par exemple, il n'a pas l'habitude d'être sur la table, un exemple, il y en a certains, par exemple, qui ramènent un petit plateau comme ça à côté, sur des roulettes, pour mettre, par exemple, dessus le whisky, le vin, les boissons importantes, d'accord, qui les rapportent comme ça sur des roulettes. Et dans la période de Nida, il décide que non, je ne vais pas le mettre sur la roulette, je vais le mettre entre nous sur la table. Là, à ce moment-là, ça sera caché, on pourra même l'utiliser. Et pourquoi? Étant donné qu'il n'a pas l'habitude d'être sur la table, alors à ce moment-là, je peux l'utiliser. Évidemment, chaque fois, on le remet à sa place. Mais j'ai le droit de l'utiliser étant donné qu'il n'a pas l'habitude d'être sur la table. Mais s'il a l'habitude d'être sur la table, et je lui dis, tu sais quoi? Par exemple, j'ai une bouteille de vin, d'habitude, on l'utilise. Et là, je dis à ma femme, écoute, ça, c'est notre équerre, on ne l'utilise pas. Donc là, il pourrait être un équerre, car j'ai pris sur moi de ne pas l'utiliser.
mais je ne pourrais pas l'utiliser forcément. D'accord? Après, on va apporter quelques exemples pour un petit peu voir tout ça de plus près. Ok, donc à peu près, c'est la même chose pour tout. Un exemple. J'ai un bouquet de fleurs sur ma table et il est habituellement sur ma table. S'il est habituellement sur ma table, c'est plus un équerre. Mais si, admettons que je me suis décalé, de manière générale, le bouquet de fleurs est au centre de la table, et là, j'ai tiré le bouquet de fleurs entre nous deux. Ou bien, par exemple, que j'ai mangé à la tête de table avec ma femme, on était plus vers le début de la table, par exemple, j'ai tiré le bouquet de fleurs et je l'ai mis entre nous deux. Ça, c'est oui considéré comme un équerre. Et pourquoi? Parce que le bouquet de fleurs n'a pas l'habitude d'être à cette place de la table. Il a l'habitude d'être au centre. Le fait que je l'ai tiré et je l'ai mis entre nous deux, c'est considéré comme un équerre. Alors maintenant, on va donner quelques exemples. On a bientôt fini le cours. On va finir juste la table et après, on finira le cours si Dieu veut. Quelques exemples. Donc, le bouquet de fleurs, on a dit par exemple, d'accord? Il faut absolument qu'il ne soit pas l'habitude d'être entre nous, d'accord? Et ce sera valable si je le tire entre nous. Mais si je m'assois au centre de la table et le bouquet de fleurs entre nous deux, ce n'est pas valable. Pareillement aussi, si le bouquet de fleurs au centre de la table, moi je m'assois à côté, mais je ne l'ai pas tiré entre nous deux, comme il faut que le bouquet de fleurs, le équerre, soit entre nous, donc ce ne sera pas valable. Donc en deux mots, il sera valable uniquement si je le mets entre nous ou qui n'a pas l'habitude d'être sur cette place-là sur la table. Bouteille de vin. Bouteille de vin, on a dit que si l'habitude est sur la table, ça ne veut pas être un équerre. Il pourrait être un équerre uniquement si je prends sur moi de ne pas l'utiliser. À ce moment-là, on dit la femme et l'homme, on n'utilise pas cette bouteille de vin. À ce moment-là, ce sera valable. Mais attention, c'est uniquement si on n'a pas d'invités. Parce que si on a des invités, forcément, ils vont ouvrir la bouteille. Et forcément, il n'y aura plus de vin, il n'y aura plus d'équerre. Donc, il va falloir trouver un autre équerre. Des clés, un trousseau de clés. Un trousseau de clés, par exemple, en général, les gens bien soigneux rangent les clés où il faut, dans les poches, ou du moins pas sur la table. C'est pour un téléphone portable, par exemple. Alors ça va dépendre. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas l'habitude d'être sur la table, même s'il est entre nous deux, il n'est pas forcément assez élevé pour pouvoir le reconnaître. Donc si c'est un gros trousseau, ça peut être considéré comme un équerre. Mais si c'est quelques clés ou une clé, ça va être un peu compliqué de l'utiliser comme un équerre, étant donné qu'il n'est pas assez grand, il n'est pas assez haut, et donc on a du mal à le reconnaître. Une miche de pain, du pain, une baguette, une challah. Alors là, comme on l'a dit, c'est la même chose avec le vin. D'accord? C'est pour ça que c'est généralement compliqué d'utiliser du pain pour un équerre, parce que forcément, ça se mange, etc. Donc, si le pain ne se mange pas et on prend une décision que le pain ne se mangera pas et c'est lui le équerre, à ce moment-là, ça sera valable. Mais si on le mange, forcément, ce ne sera pas valable, car le pain est généralement l'habitude d'être sur la table. Alors maintenant, une chose qu'on peut faire aussi, qui serait peut-être un peu discrète, évidemment, il faut voir si ça rentre dans le décor aussi, c'est des fois, par exemple, on a une serviette en papier et on n'a pas non plus envie de montrer à tout le monde que le couple est en période de nida. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de prendre, par exemple, un mouchoir de papier, le froisser un petit peu, le bomber un petit peu, le mettre entre nous. D'un côté, ça paraît normal parce que c'est une serviette de papier. Chacun utilise une serviette durant le repas. Mais l'homme et la femme, eux, ils sont au courant que cette boule de papier, finalement, est là pour leur faire un équerre. Donc, ça sera un équerre valable. D'accord? Donc là, par exemple, si on a plusieurs personnes à tabler, on a dit que c'est la même chose, on doit quand même avoir un équerre. Certains postes qui me disent que s'il y a des gens qui sont entre nous et qu'on ne peut pas chacun se toucher, alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre de équerre, étant donné que, il y a des gens, et de deux, on est trop loin, les gens nous séparent. D'autres poskim, Farkash par exemple, pense que même dans ce cas-là, il faudrait mettre un équerre. Maintenant, donc on a vu déjà plusieurs points concernant, 2 points concernant donc le repas. Maintenant, on passe au troisième point, c'est manger du même récipient. Est-ce qu'on a le droit de manger du même récipient? Alors la réponse, elle est non. Le couple, l'homme comme la femme, n'ont pas le droit de manger du même récipient. Même récipient, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être par exemple la même assiette, forcément. Ça peut être par exemple un paquet de chips, de biscuits, par exemple, chacun mange l'un dans l'autre, mange l'un du même paquet. On n'a pas le droit de manger, d'accord, donc du même récipient, peu importe la forme que ça. Même par exemple une grappe de raisin. Une grappe de raisin, c'est aussi considéré manger du même récipient. On n'a pas le droit de piocher la même grappe de raisin. Ça ne change pas, même si c'est un plat de service, par exemple, on ne pourra pas donc manger directement du plat de service. Alors, comment on fait pour manger? Alors, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Chaque chose finalement qu'on doit manger,
il faut au moins une des personnes, que ce soit ou l'homme ou la femme, pose sur son assiette avant de le manger. Donc, par exemple, je prends par exemple quand je voulais manger par exemple des chips, par exemple, je prends du paquet, je mets sur mon assiette et de là-bas, je peux manger. Mais je n'ai pas le droit de manger directement. De la même façon aussi, si j'ai un plat de service, on ne peut pas manger directement du plat de service. Il faut prendre du plat de service, se servir sur son assiette et ensuite manger. Ça, évidemment, si on a une assiette, si on n'a pas d'assiette, alors à ce moment-là, eh ben, si c'est une chose, évidemment, comme du pain ou d'un gâteau, par exemple, d'accord? Je peux, par exemple, je peux poser directement sur la table. Alors, à ce moment-là, je peux poser directement sur la table, ça peut être aussi valable. Mais en tout cas, dans tous les cas, si je prends du même récipient, il va falloir toujours que je fasse une pause avant de le mettre dans ma bouche. Je ne peux pas le manger directement du récipient à ma bouche directement. Alors maintenant, comme on l'a dit, ça s'applique sur plusieurs choses, d'accord? Comme on dit assiette, marmite, sachet, d'accord? Assiette à plusieurs compartiments, d'accord? Ça, c'est le même minyan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la confiture et le beurre, d'accord? Est-ce que c'est considéré le même récipient ou pas? Alors, la confiture et le beurre, forcément, c'est vrai que, bon, ça veut dire que c'est par exemple des pâtes à tartiner, mais d'un autre côté, même si on se sert du même aliment, par exemple du même beurre, en général, on ne met pas le beurre directement dans la bouche. On met le beurre, par exemple, on va après le tartiner sur le pain. Donc, lorsqu'on le tartine sur le pain, c'est déjà considéré comme une station, un stop qu'on fait entre le beurre et ma bouche. Oui, c'est le pain. D'abord, on tartine, ensuite, on mange. La façon pour la confiture, certains posent qui me disent que c'est idéalement, ce serait bien de poser quand même le pain sur l'assiette ou sur la table, tartine dessus et ensuite mettre sur la bouche. Mais, d'accord, donc ça serait vraiment idéal. Mais même si jamais on ne peut pas faire ça, c'est aussi valable. Le fait juste de poser sur le pain, c'est déjà considéré un stop, d'accord, une station avant de mettre dans la bouche. Donc évidemment, on en déduit que je ne pourrais pas prendre le beurre et le mettre directement dans la bouche ou bien la confiture dans la bouche, étant donné que c'est comme si on se sert du même récipient. Maintenant, le sel, par exemple, avec tout ce qui ressemble, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Ce n'est pas considéré comme le même récipient. Maintenant, encore un autre point, quatrième point. Après, on a le cinquième et on a terminé si Dieu veut. Alors, quatrième point. Quatrième point, c'est servir et verser. Alors, c'est quoi servir et verser? Servir et verser, ça veut dire que finalement, on a, par exemple, madame a préparé un bon repas pour Shabbat et là, elle veut servir, par exemple, le plat, le poisson à son mari. Là, il y a un problème, c'est qu'elle est nida. Est-ce qu'elle a le droit de le faire, oui ou non? Alors, d'après notre psycha à nous, c'est qu'en vérité, servir et verser sont deux actions. Servir, ça veut dire présenter le plat prêt devant son mari. Et verser, c'est de verser, c'est-à-dire de verser, de prendre par exemple le poisson par exemple, de la marmite et le mettre dans l'assiette, ou bien de prendre une bouteille de coca et verser un verre. Ça s'appelle verser. Alors, on a le droit de faire ni de servir ni de verser finalement de face à son mari. Alors, comment on peut faire? Alors, le fait déjà de servir, si on veut servir un plat prêt devant son mari, il faut le faire avec un changement. C'est quoi un changement? C'est ou bien le mettre, par exemple, de la main gauche, si c'est une droitière, et droitière si c'est une gauchère, ou bien de le mettre un peu séparé de lui, pas devant lui. On ne peut pas donc servir un plat ou bien un verre important. Un verre important, ça veut dire ce qui est de l'eau, par exemple. Ou par exemple, ce qui n'est pas de l'eau, c'est un coca, du vin ou quoi, et le mettre directement donc devant le conjoint. Que ce soit le mari devant la femme devant le mari, c'est interdit. De façon aussi, avec un café ou un thé, c'est aussi interdit. Donc, comment on le fait? Ou bien on le fait d'une main gauche, c'est-à-dire de manière inhabituelle, ou bien on le sert un peu séparé de lui ou d'elle, de manière à ce que ce n'est pas habituel. Ça, c'est par rapport à servir. Et par rapport à verser, on ne peut pas le verser devant le conjoint. Il va falloir qu'on ne le fasse pas devant lui. C'est pour cela que si, par exemple, on prend un cas qui est pratique, la femme, à table par le Shabbat, ne pourra pas servir le plat, c'est-à-dire verser le plat dans l'assiette. Par exemple, si elle amène la marmite à table de Shabbat, par exemple, elle veut prendre le poisson de la marmite devant son mari pour mettre dans son assiette et le servir, elle ne pourra pas le faire. Elle devra servir, si elle veut le faire, elle devra donc verser le poisson dans l'assiette de son mari dans la cuisine, par exemple, l'apporter, et lorsqu'elle le met devant lui, le mettre ou bien avec la main gauche ou bien de manière un peu séparée. La façon aussi, le mari pour la femme pour le mari, c'est le même dîne. Alors évidemment, si par exemple la femme veut un verre de coca, par exemple, il ne pourra pas, par exemple, le verser directement un verre de coca. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il fera et servir et verser en même temps, d'accord, s'il le fait devant lui. Par contre, comme on l'a dit, un verre d'eau, il n'y a pas de souci, un verre d'eau, il peut oui le faire, ce n'est pas considéré quelque chose qui est important. Maintenant, envoyer un verre de vin, c'est le cinquième point qu'on verra dans ce cours.
Envoyer un verre de vin, c'est quoi? Envoyer un verre de vin, c'est qu'en vérité, le mari, on ne parle pas de la femme, on parle du mari, n'a pas le droit d'envoyer un verre de vin à sa femme. Alors, c'est quoi envoyer un verre de vin? Déjà, on ne parle pas uniquement d'un verre de vin, on parle aussi même d'une boisson qui est importante. Importante, ça veut dire ce qui n'est pas de l'eau. De l'eau, on a le droit, mais tout le reste, on n'a pas le droit. Alors, donc, en cas de figure très classique, dans le kidouche, par exemple. Dans le kidouche, par exemple, on a donc ce cas où le mari fait kidouche, et ensuite, il veut verser, comme c'est un bon mari, il veut d'abord verser du vin pour sa femme. Alors là, il y a un problème, parce que d'un côté, il ne peut pas lui tendre le verre de vin, parce qu'à ce moment-là, évidemment, le donner, c'est évident que non. Et même le rapprocher, le verre de vin, il ne pourra pas le mettre dans sa direction. D'accord, ça c'est d'un. Et de deux, même s'il sert dans des verres, il ne pourra pas dire, par exemple, à un invité ou un enfant ou la famille, donne ça à ma femme. Il ne pourra pas le faire, parce qu'il n'a pas le droit d'envoyer un verre de vin ou une boisson importante à sa femme. Alors, comment il fait? Alors, si déjà par exemple, il a déjà, par exemple, si on reprend le kidouche, il fait kidouche, il repose le verre devant lui. Elle, ensuite, elle vient, elle peut récupérer le verre de kidouche pour s'en servir à son tour. Ou bien, le mari peut servir plusieurs verres de kidouche, il ne dit rien. C'est-à-dire que les verres ne sont pas destinés pour sa femme précisément. Il y a forcément sa femme dans le compte parce qu'il a compté sa femme lorsqu'il a servi. Il n'y a aucun verre qui est particulier et destiné pour sa femme de manière précisément, de manière particulière. Et c'est pour cela que dans ce cas, ça sera permis. Ça, forcément, il y a un verre de vin qui va arriver à sa femme. Mais comme il n'a pas envoyé de manière vraiment directe, en particulier pour elle, ça sera permis, il aura droit donc de le faire. Ok, maintenant, la femme, elle n'a pas le droit, elle a le droit, oui, d'envoyer à son mari, d'accord, et ça n'a aucune différence, d'accord, même envoyer à manger, c'est la même chose, comme on l'a dit. Donc, ok, d'accord, donc c'est par rapport au lien du vin. Maintenant, du vin aussi, les Khaïm ont étudié ça par rapport aussi au cadeau, que le mari n'a pas le droit de donner un cadeau à sa femme durant la période de Nida, mais la femme a le droit de donner un cadeau à son mari. Alors maintenant, c'est vrai que des fois, en matière de cadeau, des fois, c'est un peu, on va dire, un peu sentimental. Et pourquoi? C'est tout simplement, des fois, là, par exemple, madame vient d'accoucher. Et elle attend forcément un peu avec tout ce qu'elle a fait, 9 mois de grossesse, l'accouchement, c'est pas facile. D'accord, elle attend quand même un petit quelque chose. Et donc là, forcément, il va falloir un peu jouer. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas très. D'un côté, on n'a pas le droit de donner un cadeau spécial. D'un autre côté, il faut aussi faire attention à la situation. Donc, de manière générale, on peut dire comme ça. Si c'est un cadeau qui est très, très important, on essaye, par exemple, il y a un bijou, quelque chose d'important. Alors, à ce moment-là, on essaie vraiment d'éviter de donner ça en période de Nida. Si vraiment on voit que ça pourra faire un problème de Shalom Bayit, alors on peut dire à sa femme, écoute, là, comme si je te le prêterais, c'est un peu un jeu, mais pour pas qu'il y ait vraiment ce soit vraiment le cadeau par excellence, d'accord, je te le prête, et ensuite, après le mikvé, ça t'appartiendra. On peut faire quelque chose comme ça. Pareillement aussi par rapport aux fleurs, par exemple, des fois, on a l'habitude de donner des fleurs avant Shabbat, donc, pour ceux qui ont l'habitude, évidemment. Donc, les fleurs, par exemple, pendant Shabbat, c'est aussi quelque part un cadeau. Mais d'un autre côté, c'est pas vraiment un cadeau. Pourquoi? Parce que pourquoi il donne des fleurs? Il donne fleurs parce que c'est Shabbat. Donc, c'est pour ça que pour les fleurs, par exemple, étant donné que c'est pas forcément quelque chose de grandiose, à moins qu'il n'en donne jamais, et là, d'un côté, d'un coup, il a envie de donner des fleurs à sa femme, c'est à falloir qu'il fasse plus attention. Mais s'il donne tous les Shabbats, tous les rêves Shabbat, il donne des fleurs à sa femme, il apporte des fleurs, alors à ce moment-là, on sait très bien que les fleurs sont pour Shabbat, et donc finalement, le problème se pose beaucoup moins. Ok. Maintenant, un autre point, c'est par rapport, et on a fini, Bezrat Hashem, c'est par rapport au sujet d'aller à la choule et aussi d'aller au cimetière. Une femme qui est nida, on dit qu'on n'a pas le droit d'aller, à la base, n'a pas le droit d'aller à la choule. Mais concrètement, aujourd'hui, on sait que si ça fait de la peine à la femme de ne pas y aller, elle pourrait se rendre à la choule, mais elle essaiera de ne pas regarder le Sefer Torah lorsqu'il est ouvert. Et aussi, si jamais le Sefer Torah qui arrive, pour l'embrasser, elle essaiera de l'embrasser par l'intermédiaire d'un autre objet. Mais c'est vrai que globalement, c'est le fait de la peine. Et la plus forte raison, c'est pour un Shiva Nekim, elle peut se rendre à la choule, surtout s'il y a une occasion comme une bar mitzvah, un mariage, un Rosh Hashanah, Kippour, c'est évident qu'elle peut y aller. Maintenant, par rapport à aller au cimetière, si une personne doit aller au cimetière, alors une femme ne va pas au cimetière, ne va pas au cimetière que ce soit pendant Shiva Nekim ou à plus forte raison pendant un jour de saignement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si la femme a vraiment besoin d'aller? Alors à ce moment-là, si elle peut aller, si elle est pendant les Shiva Nekim, elle a de quoi s'appuyer, ça veut dire qu'elle a plus son sang, le sang s'est déjà arrêté de couler, elle peut y aller. Mais si Chaz V'Chaïla, c'est un proche et qu'elle doit absolument se rendre au cimetière, ou bien ça lui ferait vraiment de la peine de ne pas y aller, à ce moment-là, elle pourra y aller, mais elle fera attention de ne pas rentrer dans les 4 amot, c'est-à-dire pendant les 2 mètres pratiquement
du corps ou du cercueil ou bien de la tombe, d'accord, pour ne pas, elle n'a pas le droit de s'approcher plus que ça. Ok, donc là, on a fini. Il y a quelques petites questions. Donc, je vais regarder ça. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous